Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Abou et je vous souhaite la bienvenue sur Réel. Avec ce podcast, je donne la parole à des personnalités qui ont un impact positif, réel, sur l'autre, l'économie, l'environnement ou les générations futures. Par leurs actions, leurs entreprises, leurs pensées, leurs œuvres ou leurs visions, ces hommes et ces femmes contribuent d'une manière ou d'une autre au monde de demain et à celui d'aujourd'hui. Si vous aimez le podcast et que vous voulez me soutenir dans ma démarche, la meilleure manière de le faire, c'est de vous abonner, de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Raphaël Enthoven, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Je suis honorée et à la fois un peu stressée, je dois l'avouer. Ça va bien se passer, comme dirait l'autre. J'ai eu l'impression de réviser le bac philo pour préparer notre rencontre. Mais avant de commencer l'interview, j'ai envie de vous dire merci. Merci pour vos prises de parole. Merci pour votre courage. Et merci de contribuer à ce que j'appelle la réparation du monde pour plein de raisons, mais principalement parce que vous osez dire des choses que peu de personnes ont osé dire également ces derniers temps, on va dire ça comme ça. Et merci d'être à la fois professeur, philosophe, écrivain, chroniqueur et tant d'autres choses. Et merci pour ce livre que j'ai beaucoup apprécié. Merci de tous ces merci. Donc ce livre, publié aux éditions de l'Observatoire, L'Esprit artificiel. Alors, j'ai bien entendu plein de questions sur ce livre, mais déjà, ma première question que je pose à tous mes invités, c'est une présentation. Je suis toujours curieuse de savoir comment les gens se présentent quand on leur demande « Qui êtes-vous » Qui je suis, je ne sais pas. Je peux vous dire ce que je suis prof de philo. Ouais. En tout cas, je l'ai longtemps été. Je l'ai été pendant des décennies sur des tas de supports différents, de plein de façons différentes, parce qu'il y a beaucoup de manières d'exercer ce métier. Mais j'ai été prof de philo, c'est comme ça que j'ai gagné ma vie, et c'était les diplômes que j'avais. Et je le dis au passé parce que ce livre est aussi pour moi une sorte de testament à cette fonction-là. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Ben oui, c'est-à-dire que c'est une fonction pédagogique que, d'abord, c'est un rôle de pédagogue public qu'on m'a progressivement dénié à mesure que j'entrais dans le débat public. Et c'est bien naturel d'ailleurs, quand vous dites ce que vous pensez, c'est plus difficile d'être en situation de faire penser les autres. Donc c'est un rôle qu'on m'a progressivement dénié et c'est un rôle dont je me suis détaché lentement. Donc c'est vrai que c'est un livre qui coïncide pour moi avec l'abandon du métier de prof. Parce qu'il reste que c'est une déclaration d'amour totale. C'est ça, on va à y cette revenir profession, à ce métier et à ses félicités. Mais on va y revenir. Vous avez fait beaucoup, forcément, et je vous en souhaite encore beaucoup, d'interviews sur ce livre. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur ce livre ? Peu de choses, parce que j'ai eu cette chance, je dois dire, d'être questionné depuis le début de la promo de ce livre, de tout ce qui entoure ce livre, d'être interrogé par des gens qui, systématiquement, ont lu le livre. Comme je ne doute pas que ce soit votre cas, bien sûr. Systématiquement. Donc j'ai toujours eu ce privilège d'avoir à répondre à des questions qui étaient de vraies questions. Qui étaient des questions dictées par une lecture loyale, une lecture sincère. Et ça, c'est extrêmement agréable. C'est extrêmement agréable. Alors peut-être est-ce parce que j'ai écrit un livre court, peut-être est-ce parce que j'ai écrit un livre facile, peut-être parce que c'est un livre rassurant, j'en sais rien. Mais les gens le lisent. Et ceci suffit à ma joie. Tant mieux. Alors, on arrive au cœur du sujet, à l'esprit artificiel qui, vraisemblablement, n'existe pas. Tout ça est parti d'une anecdote, enfin, on ne peut pas dire que ce soit une anecdote, mais on va dire que vous avez passé le bac, vous avez repassé le bac en ayant un thème, enfin un sujet, face à une machine, pour ne pas la nommer ChatGPT, et vous avez eu 20 sur 20, alors que la machine a eu 11, qui s'avère être la note que vous avez vous-même eue au bac philo. Mais pour autant, vous en avez eu, enfin je subodore que vous avez éprouvé le désir d'écrire un livre suite à cela. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, enfin c'est pas qu'est-ce qu'aujourd'hui, c'est... J'ai pris ce livre comme une dissertation aussi d'une certaine manière, mais à la fois un éloge, une manière de comment dirais-je,
vous me dites que vous êtes plus professeur de philosophie et en même temps, vous faites une déclaration d'amour, comme vous le disiez, au métier de professeur de philosophie, mais de professeur et de philosophie aussi. Et ce livre, selon moi, n'est pas uniquement un traitement de l'esprit artificiel. C'est une manière d'expliquer ce qu'est l'humain et ce qui n'est pas humain, ce qu'est la machine et ce que n'est pas la machine et ne sera jamais. Alors, les deux faux problèmes auxquels vous semblez vouloir répondre sont: la machine est-elle plus forte que l'homme et la machine peut-elle penser? Et pour y parvenir, vous passez en revue en fait tout un tas de thématiques qui tentent à prouver que la machine ne remplacera jamais l'homme, certes, mais surtout que la machine est incapable de poser une problématique si on ne lui demande pas. Et donc c'est à partir de ce... Même si on le lui demande. Oui, même si on lui demande. Mais c'est ça qui est important, pardon, Oui. c'est que même si on le lui demande, vous savez, la machine, c'est le génie, ChatGPT, c'est le génie d'Aladin. C'est-à-dire que c'est un outil extraordinaire qui permet d'accomplir quantité de choses, vraiment, quantité de choses. Mais vous connaissez les deux limites du génie d'Aladin. Le génie d'Aladin ne peut pas ressusciter les morts et le génie d'Aladin ne peut pas susciter l'amour. Ce sont deux limites essentielles. Autrement dit, le génie d'Aladin ne sert à rien. C'est-à-dire que ce que le génie d'Aladin permet, c'est ce qu'on peut obtenir à coup de volonté. C'est ce que tout... Alors, la richesse, bien sûr, il faut que ça marche dans la vie. Mais enfin, on a accès à tout ça. ChatGPT, c'est la même chose. C'est-à-dire que ChatGPT dote la vie quotidienne d'outils extraordinaires, bien sûr. En revanche, l'intelligence artificielle échoue à ressusciter les morts, le transhumanisme qui voudrait qu'en transférant toutes nos datas, on se survive à soi-même, est un fantasme qui est millénaire mais qui n'a aucun sens, et échoue à produire du sentiment parce qu'il ne suffit pas sur un site de rencontre de matcher pour s'aimer. Donc ce sont des limites essentielles, ce sont des limites fondamentales, et ce sont des limites qu'il est important de marquer parce qu'on est au bord, et nous le vivons, on n'est même pas au bord d'ailleurs, on est en pleine révolution de l'intelligence artificielle. Mais la révolution de l'intelligence artificielle, par confusion des termes, aboutit au sentiment que nous allons produire bientôt une IA consciente d'elle-même, que le deep learning est une esquisse de conscience. Or, nous en sommes aussi loin qu'on est loin de l'horizon en marchant droit devant soi, et qu'il y a 3000 ans. Je suis un peu confuse parce qu'en fait, votre livre m'a à la fois... alors, certains disent qu'il est rassurant, mais moi, il m'a plus perturbé qu'autre chose, vraisemblablement, a priori. Pourquoi ? Parce que... Qu'est-ce qui vous a perturbé ? Ce qui m'a perturbé, en fait, c'est pour moi, on n'arrive pas à arrêter une chose, c'est le fait qu'on devienne un jour ou l'autre des moutons, conscients qu'on va vers une espèce de robotisation, en fait, de l'être humain. Et les gens pensent que c'est la machine qui elle-même va aller sur ce chemin. Or, c'est nous qui consciemment y allons. Nous vivons la crainte millénaire, j'insiste sur le caractère millénaire de cette crainte. Nous vivons la crainte millénaire. L'IA n'est qu'une des versions, la dernière en date, d'une crainte millénaire qui consiste à croire que nos créations sont des créatures, que nous allons de toutes pièces produire des êtres conscients, que nos automates vont devenir des automates spirituels. Nous vivons cette crainte-là, donc ça prend la forme de Pygmalion, de Terminator, du Golem, de Pinocchio, de Star Wars, tout ce que vous évoquez dans le livre d'ailleurs. Bien sûr, tout ce qu'il faut évoquer dans le livre, c'est très important. Blade Runner, tout ce qu'il faut, 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est infini, la liste est vraiment très 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 fournie, parce que nous n'avons jamais cessé de mettre en scène cette crainte. C'est une crainte qui renseigne sur la crainte elle-même, pas sur la capacité à produire un être conscient. On en est aussi loin qu'à l'époque de Pygmalion. Seulement, on a besoin d'éprouver cette crainte, parce qu'on a besoin de se prendre pour Dieu, parce qu'on a besoin de croire qu'on est capable de produire des êtres comme ça. Et donc, il y a quelque chose de rassurant dans ce que je raconte, dans la mesure où, effectivement, j'explique qu'il n'y a pas de, que la différence entre, on n'est pas sur le point de créer une entité consciente d'elle-même qui va nous déposséder de nous-mêmes. On n'est pas sur le point d'être dépossédé par nos possessions. Et on ne le saura pas plus dans des... Non, mais c'est-à-dire qu'aucune machine ne peut devenir humaine
En revanche, l'équation n'est pas réversible au sens où les humains peuvent parfaitement, eux, se robotiser. Voilà. Et c'est ça qui est important, parce qu'on peut aborder cette question de plein de façons. On peut l'aborder d'abord de façon physique. Souvenez-vous, dans Chaplin, Les temps modernes, l'ouvrier à la chaîne, dont le corps conserve les spasmes de l'effort qui était le sien, façon de signifier qu'un corps humain peut lui-même se machiniser lentement. Mais on peut l'aborder sous l'angle moral d'un individu qui fait abstraction de toute considération morale pour commettre un meurtre parce qu'il n'est plus qu'un être calculant et qu'il trouve son intérêt dans le meurtre qu'il commet. Le marquis de Sade propose des individus comme ça, des êtres qui d'une certaine manière deviennent machines. On peut aussi considérer que nous passons nos journées devant nos écrans et que d'une certaine façon nous sommes zombifiés par nos outils. Mais le fait que nous soyons zombifiés par nos outils ne signifie pas que nos outils soient vivants. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que nous cheminons vers la mort. Nous mourrons de notre vivant en nous livrant corps et âme aux écrans, à la dictature des écrans, à l'omniprésence ou à l'omnivalence des écrans. Mais cette défaite n'est que la nôtre. Cette défaite n'est pas la victoire d'un outil qui voudrait notre défaite. Cette défaite n'est que le résultat de l'asservissement auquel on se livre soi-même et dont nous fuyons la responsabilité en invoquant le mythe d'un outil devenu vivant. Je me permets de revenir justement à cette anecdote qui n'en est pas une, mais le fait que vous ayez vous-même eu 20 sur 20 et que la machine n'ait eu que 11 sur 20, a été critiqué. Enfin, en tout cas, ça a donné lieu à, pas des critiques, mais à des remarques ou à des réactions, on va dire ça comme ça. Certaines pertinentes, d'ailleurs. Alors, sur les pertinentes, de mémoire, vous aviez dit que c'était celle qui consistait à dire qu'il y avait un manque d'objectivité, je crois, de la part des correcteurs. Non, c'était pas sur celle-là. Vous avez lu ce livre de près. Quel plaisir d'en parler, bien sûr. Vous ne faites pas exception donc, c'était Eliette Abécassis, à cette règle. Eliette Abécassis et Lev Frankel s'étaient chargés de la correction. Et effectivement, il n'y avait que 2 copies à corriger. Alors, les copies étaient anonymisées, mais enfin bon, à la première phrase, ils savaient à qui ils avaient affaire, dans un cas comme dans l'autre. Donc, évidemment, la partialité ou l'impartialité des correcteurs était un problème ici. Mais il y avait des critiques complètement absurdes qui consistaient à dire si la machine avait eu plus de temps. Oui. Et alors ça, pour le coup, c'est vraiment idiot. Oui, ça c'est idiot. C'est-à-dire qu'en fait, la machine, qu'a fait la machine ? Le sujet, c'était le bonheur est-il une affaire de raison ? La machine a pris toutes les théories du bonheur, elle a fait comme un mauvais élève. C'est-à-dire qu'elle a mobilisé ses connaissances face à un sujet. Elle a vu le mot bonheur et soudain, elle s'est dit, qu'est-ce que je sais sur la question ? Et donc, mobilisant ses connaissances, elle a beaucoup de connaissances, elle a pris toutes les théories du bonheur qu'elle a rangées dans 3 tiroirs de taille égale et d'ordre indifférent. Et puis elle a répondu oui, et puis peut-être que non, et puis voilà. Et c'était tout. Sa copine n'était ni faite ni à faire. Elle a eu 11, mais elle a été surnotée. Surnotée parce qu'il n'y avait pas de problématique. Il n'y avait pas cet effort, et j'insiste là-dessus, c'est ce dont je parle à chaque fois, et c'est important d'en parler, cet effort qui est un effort fondamental, qui est ce qu'on apprend à l'élève en terminale, c'est-à-dire l'effort qui consiste, face à un sujet donné, d'analyser les termes du sujet de manière à manifester ce qui, dans la question posée, pose problème. En l'occurrence, le bonheur est-il affaire de raison ? C'était pas très compliqué. Le bonheur est un sentiment. Comment un sentiment peut-il être affaire de raison ? On avait là les éléments d'une tension, les éléments d'une problématique, qui permettaient de construire un plan à l'intérieur duquel le bonheur pouvait ne pas être affaire de raison, mais la raison elle-même pouvait être un bonheur, etc., etc. On avait les éléments d'une progression. Seulement, ce petit mouvement de pensée, ce petit mouvement qui est de pensée, c'est-à-dire cet atome de réflexion qu'on appelle la problématique, la machine n'en a pas l'idée. Elle ne peut que mobiliser ses connaissances sur le sujet donné pour se donner l'impression d'accomplir son travail et se satisfaire parfaitement d'énumérer les différentes thèses sur la question au lieu d'en proposer une elle-même. Et donc, évidemment, on est face là à un problème qui n'est pas soluble dans un progrès de ChatGPT. C'est pas en progressant que la machine va acquérir ce talent très particulier, proprement humain, qui consiste à pointer ce qui, dans une question, pose problème. Ce talent très particulier, parce que ce talent-là vient d'une année d'enseignement, vient d'une vie
de désarroi, d'inquiétude, de réflexion, de doute et de révision aussi. Bref, autant de choses que la machine ne peut pas avoir parce qu'on lui demande de les avoir. Il ne suffit pas de dire à la machine « fais une problématique » pour qu'elle fasse une problématique. Elle en est aussi loin que nous sommes loin de créer un être vivant avec des bouts de bois. Alors justement sur le progrès, donc vous avez une phrase qui a été reprise à plusieurs reprises, c'est que la philosophie n'a pas fait de progrès, mais ça n'empêche pas qu'on puisse faire des progrès en philosophie. Oui, c'est vrai. Et j'ai bien aimé ça puisque ça montre à quel point cette matière est fondamentale, notamment pour les jeunes esprits. Moi, je suis très peinée que vous disiez que vous ne serez plus professeur à l'avenir. Non, mais ça me fait de la peine à double titre parce que c'est pas ce que je pensais, enfin, je l'avais supposé, mais pour autant... Dans les toutes premières pages du livre, vous dites quand même que c'est un rempart à la sottise. En fait, le fait de préparer des élèves à la fois sur cette matière, mais à la fois sur l'épreuve du bac philo, c'est quand même une manière de dire aux enfants apprenez à penser, non pas à croire. Faites en sorte de... Et que des hommes comme vous décidiez de ne plus être prof, moi, ça me fait de la peine, en fait, parce que je me dis qu'on est en train de perdre... quelque chose de très précieux. Et j'ai un peu l'impression il y a un moment quand vous enseignez... Oui, vous tournez autour, c'est ça ? Non. Enfin, vous revenez toujours au même point ? Non. C'est que descendre dans l'arène est une façon de vous élever. Bien sûr. On s'élève quand on descend. Donc vous n'avez plus envie de vous élever ? Non, je ne veux plus vivre sur une colline. Je préfère vivre au milieu de la foule. Je préfère vivre au milieu des autres plutôt que dans la stratosphère de concepts désincarnés. Il y avait aussi cette urgence-là. Outre qu'encore une fois, quand vous prenez position dans le débat public, le rôle de pédagogue est un rôle qu'on vous dénie rapidement. Même si vous pouvez tout à fait continuer à l'assumer, mais c'est un rôle qu'on vous dénie rapidement parce que le débat public est truffé de procès d'intention. Et donc, on vous fait le procès de vos arrière-pensées à la seconde où vous apprenez aux gens à penser. Donc vous ne pouvez plus rien faire. Vous êtes paralysé. Dans ce rôle-là, vous en avez d'autres. Enfin, quoi qu'il arrive, je fais partie de ces gens qui regrettent que cette épreuve soit mise à mal et qui regrettent que l'enseignement perde des gens comme vous. Vous parlez... Alors, encore une fois, je tiens à le dire, votre livre est agréable à lire. C'est sympa, ça. Oui, parce qu'en fait, on peut avoir... Non, mais on n'a pas le droit d'emmerder son lecteur. On n'a plus le droit, en tout cas. On n'a jamais eu le droit d'emmerder un lecteur qui nous a rien fait. C'est tellement sympa de nous lire. Non, parce qu'en fait, moi, j'écris des livres lisibles. Sinon, c'est pas sérieux. Oui, mais bon, je pense que c'est un effort quand même, parce que d'écrire quelque chose de simple à lire, c'est d'une complexité hors norme, de rendre didactique ou compréhensible des choses qui sont le fruit de tant d'années de travail, de réflexion, de culture, d'apprentissage. Donc non, je pense qu'il faut souligner aujourd'hui le fait que ce soit un livre agréable à lire. Les chapitres sont courts, ils sont intéressants, ils ont un lien, ils reviennent toujours tous à des déductions qui sont, on va dire, qui alimentent votre théorie de A à Z. Et surtout, j'ai appris des choses. C'est-à-dire que j'ai vraiment appris des choses qui, pour moi, comment dire, en fait, vous mettez des mots sur des choses qu'on pense ou qu'on suppose, mais de manière très cash, en fait, et c'est plutôt agréable. Donc, vous citez plein d'exemples que tout le monde connaît sans connaître. On se sent peut-être un peu plus humain à la lecture de ce livre, je pense, je l'espère. En tout cas, on se dit qu'on se valorise en tant qu'humain. Mais vous parlez de la candeur. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, puisque la machine ne peut pas être humaine, donc c'est quand même la conclusion du livre. Mais c'est surtout cette candeur qu'elle ne peut pas nous enlever, notre simplicité. C'est-à-dire que la complexité restera toujours un challenge pour la machine, mais notre simplicité, elle ne pourra jamais nous la voler. Et outre la simplicité, c'est la candeur. Et j'ai aimé votre définition de la candeur. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? C'est une des choses les plus jolies, les plus belles qu'on puisse dire en philosophie, la candeur. Il y a d'autres noms pour ça. La délicatesse, par exemple, est un synonyme qui fonctionne bien. En fait, la candeur, c'est la capacité, c'est ce que Bergson appelle une façon virginale de voir, d'entendre et de penser. C'est la capacité
à regarder les choses comme si on les découvrait. C'est le fond de la philosophie. On dit de la philosophie qu'elle commence avec l'étonnement. Mais l'étonnement n'est pas de s'étonner de ce qui est étonnant. Si un astéroïde tombait devant nous, on serait étonné et il n'y aurait rien d'étonnant à ce qu'on s'étonne. En revanche, s'étonner du quotidien, s'étonner d'une rue, s'étonner d'une tasse à café, s'étonner du banal, s'étonner de l'ordinaire, s'étonner du familier, là est le travail du philosophe. La candeur, elle est là. Il faut bien comprendre que chaque moment que nous vivons est à la fois le premier et le dernier de son genre. C'est une qualité, Vladimir Jankélévitch a forgé un mot pour ça, il est primultime, premier et dernier à la fois. De sorte que chaque moment nous offre la possibilité, comme une alternative constante, d'être vécu comme si c'était le dernier, sur le mode d'un hédonisme anxieux, vis chaque instant comme si tu allais mourir, ou bien comme si c'était le premier, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire attache-toi à découvrir ce que pourtant tu as l'habitude de voir. Et la candeur, c'est ça. Et la candeur, ce qui est intéressant, c'est que c'est une fonction apparemment enfantine, virginale, de voir, d'entendre et de penser. Or, c'est aux yeux des philosophes le sommet de la sagesse. Chez Nietzsche, par exemple, les 3 âges de l'esprit commencent par le chameau qui porte le poids des valeurs esclaves, puis le lion qui les rejette toutes, et enfin l'enfant qui rétablit l'innocence du devenir, autre nom de la candeur. Chez Camus, c'est la même histoire. Tout le travail de Camus culmine dans un retour à l'enfance. Alors, il n'a pas eu le temps d'aller plus loin, mais enfin, c'est quand même l'intérêt, c'est quand même comme ça que ça se passe. Chez Bergson, c'est la même chose. Chez quantité de philosophes, chez Pascal, c'est la même chose. Il faut être capable de voir les choses comme les gens naïfs, mais avec, dit-il, une pensée de derrière. La candeur, et en fait, la meilleure définition qu'on puisse donner de la candeur, c'est le fait que c'est la capacité à être sensible à une beauté qu'on n'explique pas. C'est la capacité à reconnaître la beauté de quelque chose sans savoir ce qu'est la beauté elle-même. Et cette capacité-là est proprement humaine et précisément aucune machine n'y prétend. Il y a plein de concepts, comme je vous le disais, que j'ai découvert, enfin des concepts, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une notion, c'est la nescience. Et ça, j'ai beaucoup aimé. La nescience, en plus, c'est assez simple à comprendre. Parce que, imaginez, par exemple, je ne sais pas si vous êtes pianiste. Je tente à nouveau de l'être. Ah, mais voilà. Mais alors, si quand vous jouez, vous vous demandez ce que vos doigts sont en train de faire sur le clavier, vous allez faire une fausse note. Si vous êtes funambule et que vous traversez le boulevard à 6 étages d'altitude, et que vous vous demandez soudain ce que vous foutez sur un fil, vous allez tomber. C'est-à-dire que la conscience que nous prenons de notre propre activité dénature notre propre activité. Quand on fait l'amour, il ne faut pas se dire qu'on est en train de faire l'amour, sinon il se peut que les choses... Bref, etc. La conscience que nous prenons de notre propre activité s'interpose entre nous-mêmes et notre activité. Et c'est pour ça que Vladimir Jankélévitch forge le néologisme de nescience, c'est-à-dire l'oubli de soi, qui est en réalité la seule façon d'être le contemporain de soi-même. Parce que la conscience de soi, c'est de se dire « Que suis-je en train de faire au moment où je le fais ?» Alors, il y a des moments de la vie où c'est très important. Quand on devient président de la République, il faut avoir conscience de soi. Quand on s'apprête à commettre un meurtre, mieux vaut avoir conscience de soi. Ça permet de nous retenir, voyez. Mais en revanche, quand on respire, imaginez qu'on doive avoir conscience de soi chaque fois qu'on inspire ou qu'on expire. Ça ne marcherait pas. Autrement dit, la conscience de soi est un obstacle et la nescience vient supprimer. Et c'est pour ça que la meilleure image qu'on puisse en donner, c'est Montaigne qui dit moi, quand je dors, et quand je danse, je danse. C'est-à-dire que le type est le contemporain de lui-même parce qu'il n'est pas dans la conscience de lui-même. Vous me permettez de citer quelques lignes ? Plotin, qui ne connaissait pas les selfies, nous avait mis en garde au IIIe siècle contre le fait de se regarder soi-même. Quand l'âme contemple son propre reflet, elle déchoit. Lorsqu'elle regarde au-delà des miroirs vers le principe dont elle procède, l'âme s'élève enfin. Je trouve que ça résume beaucoup de problématiques aujourd'hui. Et je le recoupe avec des interviews que vous avez faites sur une période que nous sommes en train de vivre d'individualisme
qui a fait écho en moi. Et c'est vrai que j'ai découvert ce concept, mais j'ai également découvert le Siri Daddy. Alors ça, le Siri Daddy, je ne vais pas refaire tout votre livre, hein, rassurez-vous, on va s'arrêter là après, même si j'aimerais en parler encore plus. Mais le Siri Daddy, ça Je veux m'a bien beaucoup... parler du Siri Daddy. Ouais, parce que j'ai perdu mon père il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, je me suis mise à la place de cette personne qui a eu envie de faire survivre des conversations avec son propre père. Oui, c'est malgré sa quelqu'un qui, mort. pendant 3 mois, a enregistré la totalité des mots, des phrases qui ont été prononcées par son père. Les milliers de phrases, etc. Et a composé avec ça un avatar, un ersatz de son père qui répond aux questions qu'il lui pose de manière à pouvoir perpétuer, continuer un peu la discussion. Je comprends le projet, Oui. mais il est voué à l'échec. Mm. Il est voué à l'échec parce qu'il postule que le père se trouve dans les manifestations du père. C'est-à-dire, il postule la coïncidence de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Comme si nous n'étions que ce que nous faisons, comme si nous n'étions que les traces que nous laissons. Or, nous sommes bien plus que ça. La compilation des traces que nous laissons lors de notre passage sur Terre ne produit de nous-mêmes qu'un ersatz qui, si complet soit-il, manquera toujours ce supplément d'âme qu'on appelle un caractère et qui en lui-même n'est pas transmissible. Il y a là quelque chose, une limite absolue. Et le Siri Daddy en témoigne. Alors, en fait, ce livre est un livre sur le deuil. J'allais vous le dire. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, j'allais vous le dire parce que j'y ai vu quand même, surtout dans ce chapitre-là, une manière d'aider les gens en fait à faire survivre un esprit au-delà d'un. Qu'est-ce que c'est qu'un esprit ? Mhm. Qu'est-ce que c'est qu'un esprit ? C'est moins qu'un fantôme, mais c'est plus qu'un souvenir. Un esprit, vous le dites d'ailleurs dans le livre. Un esprit, c'est un souvenir vivant. Alors, la meilleur modèle, meilleur genre d'esprit dont je dispose, c'est ce que la littérature permet. C'est-à-dire quand on a la chance d'avoir un mort qui laisse des livres, où il a mis beaucoup de lui-même, c'est-à-dire où il n'a pas triché quand il les a écrits, alors le genre de conversation que l'on peut nouer avec ses œuvres n'est pas de l'ordre d'un témoignage comme un album photo ou bien comme une clé USB. Non, mais c'est infini. C'est infini. Ce sont des conversations infinies qu'on peut nouer avec un être disparu. C'est ça que j'appelle l'esprit. L'esprit, c'est moins qu'un fantôme, parce qu'on n'est pas dans la pensée magique. Il ne s'agit pas de ressusciter les morts. Mais c'est plus qu'un souvenir. Ça n'est pas simplement, ça n'a pas la fixité d'un souvenir, ou bien, vous savez, la valeur temporaire d'un souvenir. Parce que bien souvent, quand les gens disparaissent, on fait des mausolées à leur gloire. Mais ces mausolées n'ont de sens que pour la mémoire qui comprend les souvenirs dont il est question. Le jour où cette mémoire-là, le jour où ces mausolées ne sont plus irrigués par cette mémoire, ils disparaissent. Donc c'est une perpétuation temporaire, alors que la littérature y parvient mieux que l'IA. Mais merci de parler du deuil, parce qu'effectivement, je pensais être la seule à le lire, mais en tout cas, moi, je l'ai lu comme tel. Alors peut-être qu'on lit pas les choses de la même manière après un deuil. Quand on connaît cette douleur stupéfiante de perdre quelqu'un d'absolument essentiel, tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. Dans La recherche du temps perdu, il montre comment il se livre même aux tables tournantes à un moment. Tous les moyens sont bons, mais aucun n'égale la littérature. C'est ce qu'on finit par découvrir. Je me permets de m'évader un tout petit peu, si vous le permettez, du livre, pour replacer un propos que vous avez eu lors d'une interview. Alors, je ne sais plus laquelle, certainement avec Louise ou peut-être une autre, je ne sais plus, mais vous disiez, nous traversons une époque identitaire où le droit, et je l'ai un peu dit avant, et le droit et la capacité se confondent. Et ça m'a beaucoup perturbée. Oh, c'est juste... Parce qu'en fait, excusez-moi de vous couper, mais j'y crois sincèrement, notamment concernant les procès publics et les procès qui se passent sur les réseaux sociaux, sur la mise en accusation systémique, en fait, sur la base d'un propos, sur le fait de se dire qu'on a tous un outil en main qui nous permet, du jour au lendemain, de
saccager la réputation de quelqu'un en 2 temps 3 mouvements. Ça me perturbe parce qu'en fait, je pense que les gens n'en ont pas conscience du tout. Et que aujourd'hui, un droit A est confondu avec une capacité A, et on donne plus d'écoute, ou en tout cas les personnes qui ont le droit A ont malheureusement plus d'écoute que ceux qui ont la capacité A. Alors, c'est pas en ce sens-là que je les oppose. C'est D'accord. très intéressant. Ce que vous dites est très intéressant et j'y Je me souscris trompe tout à peut-être, fait. hein. Non, mais alors moi, j'y souscris tout à fait. C'est pas dans cette perspective-là que j'ai voulu les penser. En fait, tout est parti d'un chapitre que je suis content de citer, comme ça les gens peuvent s'y référer. C'est un livre magnifique de Clément Rosset qui s'appelle Le philosophe et les sortilèges. Et dans le philosophe et les sortilèges, le premier chapitre s'appelle Remarques sur le pouvoir. Et il part de la notion de pouvoir et il dit qu'est-ce que je dis quand je dis que je peux ? Si je dis je peux, je dis à la fois que je suis capable de, mais que j'en ai l'autorisation. Puis-je ? Quand je vous demande puis-je, je vous demande l'autorisation de faire quelque chose. Mais en revanche, si je dis que je peux courir le 100 mètres en 9 secondes, je dis que j'en ai la capacité. Et en fait, de la confusion entre l'autorisation et la capacité naissent quantité de malheurs contemporains. Par exemple, nous avons tous l'autorisation de courir le 100 mètres en 9 secondes 50. Mais on peut en crever. Voilà, mais nous n'en avons pas la capacité. Seulement, nous vivons bien souvent dans le sentiment que ce que nous ne pouvons pas faire, c'est-à-dire ce dont nous n'avons pas la capacité, en fait, nous n'en avons pas la capacité parce qu'on ne nous en donne pas l'autorisation. Il suffirait qu'on nous en donne l'autorisation pour que soudain la capacité nous en vienne. L'idée qu'il suffirait que les choses soient permises pour qu'elles soient possibles est une idée terrifiante, est une idée qui est à l'origine de mouvements révolutionnaires terrifiants et du sentiment complètement fou qu'il suffit d'avoir le droit de faire quelque chose pour être en mesure de l'accomplir. Rien ne rend plus malheureux qu'une telle confusion. Qui est mortifère. C'est totalement mortifère. C'est totalement mortifère. Et cette confusion culmine, par exemple, dans l'équivalence démocratique, proprement démocratique, entre l'égalité des droits, ce qui est une merveille, et l'égalité des compétences. C'est-à-dire, on prend comme une égalité des droits, l'égalité des compétences. On fait comme si les gens avaient des compétences égales parce qu'ils ont des droits égaux. Le fait que nous ayons le même bulletin de vote, votre bulletin vaille autant que le mien, ne signifie pas que nous avons les mêmes compétences. L'égalité des droits n'est pas une égalité des compétences. Mais on prend comme un progrès démocratique le fait d'affirmer cela. Et en fait, c'est l'équivalent démocratique de la confusion de l'autorisation et de la capacité. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui sur notre démocratie ? Je sais que vous pourriez en parler des heures, la question est trop simple peut-être, mais qu'est-ce qui vous heurte aujourd'hui quand on regarde notre cher pays démocratique ? Non, pour moi, il y a un paradoxe. C'est que la démocratie nous permet, surtout la nôtre, nous permet d'être égoïste. On peut passer sa vie à être un sale con, sans jamais rencontrer la loi. On ne va pas en prison pour égoïsme, si vous respectez la loi. Voyez, on ne va pas en prison parce qu'on ne pense qu'à soi. La démocratie, c'est un régime dont la grandeur est de nous permettre d'être tout petits. Seulement, si tout le monde est tout petit, si tout le monde abuse du droit qui lui est donné de ne penser qu'à lui-même, alors le droit qu'il aura de ne penser qu'à lui-même disparaîtra. La démocratie est grande par la liberté qu'elle permet, mais elle dépérit par le mauvais usage des libertés qu'elle permet. Autrement dit, quand on est en démocratie, le travail consiste constamment à appeler les uns et les autres à participer au débat public, à faire bon usage de leur liberté, à travailler, tout simplement. C'est-à-dire à faire vivre la liberté collective. Si on ne le fait pas, la liberté, la démocratie est elle-même en danger. La démocratie est mise en danger par le désinvestissement des citoyens. La démocratie est mise en danger par l'abus de l'égoïsme qu'elle permet. C'est ça le problème.
Et c'est un problème qu'on retrouve aujourd'hui en permanence et contre lequel il faut lutter et contre lequel on ne finira jamais de lutter. C'est-à-dire que la tentation du repli sur soi, elle est incluse dans le droit que nous avons de le faire. Je fais peut-être un lien qui n'en est pas, enfin qui n'existe pas, mais c'est vrai que je suis passée malheureusement un peu trop vite sur votre livre, mais vu qu'on est limité par le temps, on pourrait en parler longtemps, mais et j'ai pas envie de dévoiler la conclusion pour autant. Donc je vais essayer d'être relativement fine. On manque d'humilité, c'est-à-dire qu'en fait, le sujet aussi de fond dans le livre, c'est de dire, à force de croire qu'on est capable de fabriquer des machines qui vont nous surpasser, c'est aussi une manière de se dire qu'on est surhumain. Qu'on est divin. Voilà, qu'on est divin. Je voulais pas le dire, mais bon. Bah, c'est quand même Ouais. ça l'enjeu. Hein. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a ce rapport. Le rêve que nos machines vont nous dépasser, c'est le rêve qu'on est capable de produire des machines autonomes. Et ce rêve-là, c'est le propre de Dieu. On se prend pour Dieu, en fait. Et on joue à avoir peur. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un orgueil absolu déguisé en humilité. Voilà. Oh, nos objets vont nous dépasser. On va être moins fort que nos objets. Autrement dit, on va produire des objets plus forts que nous. Ou des objets qui vont nous remplacer. Parce que des objets plus forts que nous, ça c'est facile. Et c'est ces paradoxes, orgueil, humilité, mais également, je me permets encore une fois de faire un bond parce que je suis un peu confuse et qu'il y a tellement de thématiques que j'aimerais aborder avec vous, mais c'est vrai que... Dites-moi. Non, c'était sur un excès de tolérance ou un excès ou une peur de culpabilité qui nous empêche souvent de voir certains crimes arriver ou on a plus peur de la culpabilité en fait que du crime, je pense aujourd'hui, où on a peut-être un peu plus de sentiments, de bons sentiments, plutôt que des vrais bons sentiments. C'est-à-dire que je vous ai entendu également là-dessus, et c'était pas dans le cadre de votre livre, mais enfin de votre plus récent livre. J'aimerais vous entendre là-dessus. Ça n'a aucun lien avec ce qu'on vient de dire, mais c'est vrai que j'ai été assez perturbée ces derniers temps par cette crainte, finalement, de dire les choses telles qu'elles sont. En fait, je ne sais pas si je vous réponds, mais je vous propose un concept qui me paraît très fécond, qui est la notion de théorisme. Le théorisme, c'est l'art de masquer la réalité en se donnant l'air d'enquêter sur elle. C'est l'art de se dissimuler ce qui nous arrive en se donnant l'air de chercher à en comprendre les causes. Alors, par exemple, que fait le théorisme quand des manifestants incendient une voiture de police ? Il dit, comme Geoffroy de la Gannerie, que la véritable cause de cet incendie, c'est Manuel Valls, parce que c'est la violence des lois Valls qui, etc. Il fait la théorie qui justifie in fine le crime lui-même, dont il dit que si l'on est hypnotisé par lui, alors on voit mal. Voir le mal ici, c'est mal voir. C'est le théorisme. Le théorisme prend la forme, le 7 octobre, par exemple, d'un discours qui consiste à dire « Israël n'a pas volé ce qui lui arrive », comme si on pouvait indexer sur une politique stupide, mais ça c'est un autre sujet, la politique de Netanyahou, comme si on pouvait indexer sur une politique l'éventrement de femmes enceintes, ou le viol d'une famille, ou le massacre, etc., etc. Comme si il y avait là commensurabilité des causes. Le théorisme, c'est ce qui prétend diluer la gravité d'un phénomène dans l'explication qu'on lui trouve. Et il y a là-dedans un déni de responsabilité considérable, un refus de voir, un acte de servitude volontaire en réalité, qui en fait, à mon avis, un ennemi de tout démocrate. Merci. Merci d'avoir refait un lien avec ce qui n'en avait pas. Vous avez réussi à replacer mes idées. J'avoue, certes, très confuse aujourd'hui. Qu'est-ce que vous supposez... Enfin, si vous me dites que vous ne serez plus professeur à l'avenir, quelles sont les grandes thématiques ou quels sont les combats en fait que vous voulez mener ? Oh, moi, je n'ai pas choisi mes combats. Comme on irait dans un supermarché se donner les combats qui nous arrangent. Et j'avais pas prévu de me battre en réalité. Je croyais que d'une certaine manière les choses étaient acquises. J'ai découvert un jour que ce qui me paraissait évident, c'est-à-dire la République,
était en réalité non seulement remis en cause, mais en réalité subissait des attaques d'une violence inouïe et d'une violence quasiment inédite, ce qui justifiait que on ne tienne pas pour admises les libertés dont on était en train de jouir. C'est ça qui m'a fait entrer, moi, dans l'arène, en réalité. C'est le sentiment que ce que je tenais pour acquis ne l'était pas. Tout simplement. Donc mes combats me sont dictés par ces urgences-là. Et tout ce qui en témoigne. Après, il y a des combats plus spécifiques, par exemple cette relique de religiosité dans le droit français qui veut qu'on s'oppose à la mort volontaire, comme on a pu s'opposer à l'IVG il y a quelques décennies de cela. Voilà, ce sont des combats de cet ordre-là. Mais j'insiste sur le fait que les combats, on ne les choisit pas. On les subit d'une certaine manière. Il faut juste les assumer. Quel est aujourd'hui le plus grand danger qu'on court, vers lequel on va? Il y en a plusieurs, forcément. Non, le plus grand danger, peut-être même le seul, c'est le sommeil. C'est la dissipation de la vigilance. C'est l'absence de vigilance. C'est le fait d'être agi au lieu d'agir. C'est le renoncement à penser. Mais j'aime bien l'image du sommeil. C'est le sommeil. C'est le sommeil, c'est-à-dire, par exemple, c'est le remplacement du doute par la certitude. C'est le remplacement du droit par le bien. C'est la validation de la confusion entre le blasphème et le racisme. C'est toutes ces petites barrières qui tombent si on n'y fait pas attention. Donc le danger pour moi il est là, à l'échelle politique, j'entends en tout cas. La démocratie la liberté n'est pas acquise en démocratie. La liberté peut être compromise de 1000 manières et elle est parfois compromise par des gens qui ont l'impression de la défendre. Je ne sais pas si vous acceptez d'en parler, je le couperai si nécessaire, mais vous êtes papa ? Oui. Est-ce que vous auriez un conseil de parent à donner ? J'en ai plein, mais je le réserve à mes enfants. Je sais. J'en ai plein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je sais pas, est-ce qu'à l'époque où je sais pas, les patrons de Google, de toutes ces boîtes, on dit je veux pas d'écran dans les mains de mes enfants. Enfin, est-ce que pour vous il y a des vrais des indications ou des conseils à donner à des parents aujourd'hui liés à notre époque, tout simplement ? Non. Être parent, c'est faire ce qu'on peut. Il n'y a pas de mauvais parents, il n'y a pas de bons parents non plus. On peut être des parents exemplaires et produire un monstre, comme on peut être des parents détestables et fabriquer des enfants merveilleux. Il n'y a pas de règles, et les parents ne sont pas comptables du résultat, en réalité. À mon avis, en tout cas. Et en ce qui me concerne, j'ai tellement d'enfants, si vous voulez, que j'ai pas du tout le temps ni les moyens d'être autoritaire, donc je suis condamné à célébrer les bénéfices de la liberté et à parier sur eux. Jusqu'ici, tout va bien. Je vous le souhaite. Raphaël Toven, je vais devoir vous libérer parce que ça fait maintenant 45 minutes qu'on est ensemble. Merveilleux. J'aurais souhaité que ça dure plus longtemps, je vous cache pas. J'étais ravi parce qu'à vrai dire, avec je me suis trouvée très confuse, mais votre livre a appelé tellement de questionnements que forcément c'était certainement un peu brouillon, donc je m'en excuse. Mais en tout cas, merci beaucoup et je vous en prie, continuez à prendre la parole. Merci. Voilà les amis, c'est la fin de cette interview, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager l'épisode via les plateformes d'écoute comme Acast, Apple Podcasts, Spotify ou votre application de podcast préférée. Le partage et la notation du podcast sont super importantes pour moi, donc je compte sur vous pour mettre des étoiles et des commentaires là où c'est possible. Pour vos suggestions d'invités, n'hésitez pas, je suis joignable sur le compte Instagram du podcast, Réel Podcast. Merci encore à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à écouter Réel et à très vite pour un prochain épisode. Too tired to clean your floors after playtime? Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Eufy X10 Pro Omni help.
Powerful 8,000 PA suction removes debris, and MopMaster dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to eufy.com, that's EUFY.com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.